Bonsoir à toutes et tous. En cette journée mondiale des aidants, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Madame Élise Cabécas, qui est directrice déléguée au réseau Neurocep Auvergne et de formation assistante sociale. Bonjour Madame Cabécas. Bonjour. Je vous remercie au nom de France Sclérose en plaques et de tous nos auditeurs de nous accorder donc de votre temps pour cette journée particulière donc qui est dédiée aux aidants. Alors je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions soit sur le chat du Facebook, soit sur le chat de YouTube de France Sclérose en plaques. Alors je crois qu'il est important, Madame Cabécas, de rappeler tout d'abord ce que c'est que un aidant. Parce que régulièrement, moi j'entends, et encore il y a dernièrement, une dame qui me dit: «Ah ben moi je vis», alors que son mari est atteint depuis plus de 10 ans, elle me dit: «Mais non, je suis pas aidante, j'aide mon mari au quotidien». Et quand on lui pose la question un peu plus, elle dit: «Bah oui, je gère les appels, les rendez-vous médicaux, l'organisation à la maison, les enfants, le moral». Elle dit: «Je ne suis pas aidante». Alors, est-ce que c'est le cas? Pouvez-vous expliquer, justement cette notion d'aidant? Effectivement, cette épouse, elle se considère, elle, comme épouse, mais elle est bien aidante sans le savoir. Cette anecdote, elle montre bien que beaucoup de proches jouent un rôle essentiel sans forcément se reconnaître dans ce mot aidant. Souvent, les gens disent, ben, on est proche, mais on n'est pas aidant. Donc après, il y a une définition qui est faite dans l'article 51 de la loi du 28 décembre 2015. Elle est relative à l'adaptation de la société au vieillissement et donc est décrit un aidant, une personne qui vient en aide de façon régulière et fréquente, à titre non professionnel, donc c'est pas les auxiliaires de vie, les aides à domicile, pour accomplir tout ou en partie des actes ou activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de son âge, de la maladie ou d'un handicap. Donc dans la CEP, l'aidant peut aider dans les gestes de la vie quotidienne, sur la toilette, les repas, les déplacements, sur gérer la logistique médicale, les rendez-vous, le traitement, toutes les aides administratives, offrir un soutien moral et émotionnel, et assumer même parfois le rôle un peu de coordinateur de tous les rendez-vous et de tous les intervenants autour du patient. Alors c'est vrai que c'est un petit peu des fois difficile à se dire qu'on est aidant parce que mais qu'on on le fait en fait, par amour parce que c'est son conjoint, qu'on a envie que toute la famille soit heureuse mais c'est vrai que c'est quand même, il y a des fois des charges supplémentaires qui s'accumulent et dont on ne s'aperçoit pas. Et au bout d'un moment, du coup, il peut y avoir aussi, l'aidant peut aussi souffrir. Donc quels sont les premiers signes qui montrent, heu, qu'un aidant a besoin aussi de soutien sans que ça soit qu'il se sente coupable? Alors, en premier lieu, il y a les signes émotionnels. Les émotions, c'est souvent le premier indicateur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand on commence à avoir de l'irritabilité ou impatience inhabituelle avec la personne aidée ou avec son entourage. De la tristesse. La tristesse, elle peut être un peu persistante. Des pleurs fréquents, un sentiment de se sentir un peu découragé de cette situation. De la culpabilité aussi. On entend parfois, je fais jamais assez, et puis je devrais pas me plaindre, c'est pas moi qui est malade. Et puis ça peut aussi développer un peu d'anxiété, de l'inquiétude constante pour l'avenir de la personne aidée, qui est notre proche, la personne qu'on aime, qui est malade, et une anxiété qui va devenir un peu récurrente. Et puis, c'est les signes d'alerte, c'est repérer qu'il y a une perte de plaisir dans les activités habituelles, qui d'habitude nous font plaisir, et puis là, qu'on n'a plus envie de faire. Quand la charge émotionnelle devient quotidienne, il est urgent d'en parler. Il faut en parler à un médecin, une psychologue. Dans les associations à FranceP, il y a des moments d'écoute. Ne pas hésiter à solliciter les professionnels. Et puis, il y a aussi les signes cognitifs et mentaux, des difficultés à se concentrer, à prendre des décisions, des troubles de la mémoire à court terme, la sensation d'avoir la tête pleine ou d'être en pilotage automatique. Voilà, ça, c'est de se dire, ben là, il commence à y avoir un peu une fatigue cognitive. Ce sont des signes de surcharge mentale, un des premiers stades de ce qu'on appelle le burn-out de l'aidant. Et puis, il y a les signes physiques, le corps. Le corps qui parle et nous, on l'écoute plus. Une fatigue chronique, même après s'être reposé. On a fait la sieste, on a passé un bon week-end et puis on se sent toujours fatigué. Des troubles du sommeil, de l'insomnie, des réveils fréquents. Des tensions musculaires, on a mal au dos, on a mal à la tête. Et puis aussi les changements d'appétit. Ça, c'est des signes que l'organisme y tire sur la corde. Et puis, un des derniers signes, c'est les signes sociaux et relationnels. Au fur et à mesure, l'aidant va un peu s'isoler progressivement. Moins de sorties, moins de contacts, parce que on veut être au plus près de la personne malade et donc on va pas oser, on va pas s'autoriser à sortir. Et puis des difficultés à accepter de l'aide.
Je dois tout faire moi-même. J'ai pas besoin, je suis son époux, je suis son fils, je suis sa fille, j'ai pas besoin d'avoir de l'aide extérieure. Et puis qui va commencer à avoir, des conflits ou des tensions familiales. L'isolement, c'est un indicateur très fort quand l'aidant se coupe du monde, c'est le moment de se dire qu'il faut peut-être être aidé. Donc en résumé, les premiers signes qu'un aidant a besoin de soutien, c'est une fatigue persistante, une irritabilité, une perte de plaisir ou une perte d'intérêt, une sensation de solitude et une difficulté à demander de l'aide. C'est des signes, qui peuvent être des fois confondus aussi avec une pathologie, donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Et qu'est-ce donc, ça, ce sont les signes et qu'est-ce qu'il existe comme type de soutien? Vous avez rapidement évoqué donc, la prise en charge psychologique, mais quand il y a la fatigue, quand il y a comme ça toutes ces un mal-être, il y a aussi, voire évidemment des professionnels de santé, je Oui. présume. Au niveau émotionnel, c'est fondamental, c'est souvent le premier besoin qu'on exprime, et c'est permettre à l'aidant d'exprimer ses émotions. Un besoin d'être écouté sans jugement et se sentir compris. Donc ça peut être d'abord échanger avec ses proches, avec un ami de confiance, participer à des groupes de parole s'il y a la possibilité, à la mairie, dans les associations, qu'il peut y avoir, sinon consulter un psychologue, des psychiatres ou son médecin traitant et voilà, ne pas hésiter à faire appel, quand on se sent comme ça. Et la phrase un peu clé que je voulais passer comme message, c'est: «Un aidant qui parle, c'est déjà un aidant qui prend s». Donc voilà, ne pas hésiter à dire: «Là, j'ai besoin de parler» et en tant que professionnel ou ami, prendre le temps d'écouter. Et Après, il y a des et soutiens, informels. Donc pour mieux vivre son rôle d'aidant, c'est aussi un peu se former, sur, qu'est-ce que c'est un aidant, là où je peux solliciter de l'aide. Donc, pas hésiter, aller voir, dans les services de neurologie au CHU. Des fois, les infirmières d'hôpital de jour peuvent donner, des informations. Si sur, les départements ou les régions, il y a des réseaux CEP, les professionnels pourront donner des informations et puis FranCep avec, toutes les aides que FranCep propose, avec le soutien psychologique, ne pas se sentir seul, sortir de l'isolement et pouvoir solliciter de l'aide. Être informé, c'est réduire le sentiment d'impuissance et gagner en confiance. C'est te dire, voilà, je suis pas seule, on va pouvoir m'aider. est-ce qu'il existe aussi, des aides plus concrètes, comme des aides à domicile, des structures on entend parler de structures de répit. Oui. Donc quels sont ces différents soutiens et comment on y accède? Alors, il existe des soutiens de répit, des structures de répit, ou des plateformes d'accompagnement et de soutien et de répit pour les aidants. Alors, plusieurs pathologies, mais dont la sclérose en plaques. Pour avoir ces informations-là, ne pas hésiter à aller voir une assistante sociale, soit de la mairie, soit du conseil départemental, qui pourra donner ces renseignements. Déjà solliciter, un dossier d'aide selon l'âge de la personne aidée, de la personne qui est atteinte de sclérose en plaques, faire un dossier MDPH ou faire un dossier APA auprès du conseil départemental et après il peut y avoir, l'assistante sociale puis aiguiller vers les structures qui proposent ces différentes aides. Donc faut passer par l'assistante, sociale, mais ça peut être donc en mairie, mais aussi des fois dans les centres hospitaliers, il peut y avoir, Oui, dans les centres hospitaliers, en mairie, au conseil départemental et je sais que FranCep propose aussi des permanences, avec l'assistante sociale donc voilà, prendre son téléphone et solliciter de l'aide. Dans les réseaux CEP, il y a aussi, la plupart des réseaux ont une assistante sociale donc voilà, c'est solliciter de l'aide, besoin de parler, voilà, les mots-clés, c'est au niveau émotionnel, c'est être écouté et se sentir compris. Au niveau informel, c'est aussi mieux comprendre la maladie, ne pas hésiter de demander aux neurologues ou aux associations ou aux réseaux de mieux comprendre la maladie, les mécanismes pour mieux aussi, savoir comment agir auprès de la personne, qui est atteinte de sclérose en plaques et au niveau social, c'est solliciter de l'aide d'une assistante sociale. alors, justement tout à l'heure on en discutait, entre nous. Il Vous dites qu'il faut donc s'informer sur la maladie, mais il y avait la notion que, vous m'avez dit un aidant n'est pas forcément la personne de confiance, donc il y a Oui. aussi le secret médical et donc est-ce que là vous pouvez expliquer un peu les différences,
Bah, souvent, quand on est proche ou qu'on est aidant, on va vouloir avoir beaucoup d'informations, sur, notamment médicales, sur la personne qui est atteinte de pathologie. En tant que professionnel, on ne peut, dialoguer qu'avec la personne dont le patient a désigné, ce qu'on appelle souvent la personne de confiance, avec qui le patient donne l'autorisation de pouvoir échanger, que nous, en tant que professionnels, être levés du secret médical. Ça, c'est le patient qui a la libre décision de désigner la personne qu'il souhaite. Il n'est pas obligé de désigner comme personne de confiance son époux ou son épouse, son fils ou sa fille. Ça peut être un ami avec lequel il sait qu'il va respecter le secret professionnel et les décisions qui peuvent être prises. Donc ça, effectivement, quand un proche, un aidant appelle un service médical en disant je suis l'épouse de monsieur machin, vous pouvez me dire le dernier IRM, qu'est-ce qu'il en est de l'évolution de la maladie, est-ce que vous pouvez me dire au niveau psychologique ce qu'on peut lui proposer, où il en est de ses traitements. Ben, on n'a pas, déjà au téléphone, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas s'assurer de l'identité de la personne qui est derrière. Et puis, on doit avoir l'accord du patient de pouvoir dialoguer avec ces personnes-là. Donc, souvent, quand les démarches se font, si vous souhaitez avoir des informations, il faut le faire en concordance avec le patient. Et nous, enfin, moi, ce que je conseille, c'est de faire les démarches quand le patient est présent pour qu'on puisse avoir l'accord du patient pour dialoguer ensemble sur son sujet parce que ça le concerne. Et puis, bah, on parle de l'intimité et même si la personne est malade, il faut, à mon sens, respecter l'intimité de chacun. Et donc, vous parliez aussi de donc se faire aider aussi, physiquement parce qu'il y a la fatigue. Oui, Il faut et justement là aussi les incidences sociales sont importantes parce que le patient lui-même a droit à des aides, pour la vie quotidienne. Donc il ne oui. faut pas hésiter, l'aidant ne doit pas hésiter à solliciter cette démarche qui peut l'aider, qui peut le soulager, au quotidien pour je sais pas faire des courses, enfin je sais pas exactement, pour préciser les aides aussi qui sont donc que le patient peut demander et qui peuvent être bénéfiques pour l'aidant. Souvent, l'aidant, ce qu'il peut nous exprimer, c'est de dire: «C'est normal que je le fasse», une sorte d'obligation familiale, de dire: «Bah, je suis son époux, je suis son épouse, je suis son fils, sa fille, c'est ma maman, je dois le faire parce que c'est mon rôle». Ce qui est important de définir, c'est est-ce que, c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord, vous, en tant qu'aidant? Est-ce qu'on ne dépasse pas parfois ses propres limites? Est-ce que ça dépasse pas aussi son organisation personnelle, sa vie de famille? Et ne pas hésiter à solliciter de l'aide. Donc effectivement, il y a l'aide, de la MDPH par la prestation de compensation du handicap, qu'on appelle la PCH, qui est un plan d'aide qui permet d'évaluer quels sont les besoins du patient et quelles aides humaines, professionnelles on peut mettre en place, pour pouvoir, décharger, les aidants et mettre en place une organisation tout au long de la journée. Donc ça peut être par exemple le matin, si la personne elle a du mal à s'habiller et faire sa toilette, ça peut être des auxiliaires de vie ou des aides-soignantes qui viennent aider le matin à la toilette. Ça peut être sur la prise du repas, la préparation du repas. Ça peut être à l'aide au transfert, à sortir aussi pour faire des activités, hein, on a la possibilité par le biais de la prestation compensation du handicap d'avoir une aide, à la réalisation d'activités, culturelles, sportives et là, il y a un financement par le biais de la PCH, de la MDPH pour aider à financer ces aides à domicile. Et alors, il y a déjà plein de questions qui arrivent, mais donc, on parlait tout à l'heure des structures, de répit. Est-ce que ces structures de répit, donc pour les aidants, comment ça se passe et comment elles sont prises est-ce qu'elles sont prises en charge ou est-ce que c'est, une dépense personnelle? Alors il y a deux choses différentes. Il y a la structure de répit qui va accueillir la personne malade et qui va permettre de soulager l'aidant, alors soit s'il se fait opérer ou s'il a besoin de prendre des vacances ou avoir du temps pour lui. Et puis va y avoir aussi les plateformes de répit qui vont être des temps où l'aidant va pouvoir se rendre dans un lieu dans lequel il va rencontrer d'autres aidants, qui va pouvoir parler, faire des activités et là, c'est vraiment des temps pour lui qu'on va identifier pour l'aidant. Après ce qui est compliqué, c'est selon les départements, on n'est pas sur les mêmes organisations. On n'est pas tous dotés de la même manière, malheureusement, sur le territoire national. Et puis, c'est aussi selon l'âge du patient. Si c'est une personne qui a plus de 60 ans, il est possible de mettre en place des séjours de répit dans des établissements, des EHPAD, hein, des établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes où là, il y a un financement par le conseil départemental et la sécurité sociale. Si la personne a moins de 60 ans, ça peut être dans des foyers d'accueil médicalisés. Et là, c'est une demande qu'on fait auprès de la MDPH pour avoir un financement, une aide au financement par la MDPH. La difficulté parfois qu'on a, c'est le nombre de... Enfin, il y a des structures qui existent, mais parfois il y a un délai qui est long pour avoir une place.
Et parfois, bah, c'est pas quand on souhaite. Moi, il y a pas longtemps, une famille a appelé, la dame se faisait opérer d'une prothèse de genou. Elle avait besoin que son mari, soit aidé, quasiment 24 heures sur 24, donc sur une structure d'accueil. Sauf que la temporalité, le moment où elle a pensé qu'il fallait qu'elle organise ça, sur le territoire, par exemple du Puy-de-Dôme où moi je suis, on n'a pas réussi à trouver une structure dans le délai qui était imparti. Donc c'est après c'est la réalité, malheureusement, qu'on a au quotidien. Alors, il y a une personne qui dit: «Ben, je vis seule, enfants qui vivent loin, personne autour de moi qui puisse m'aider». Donc à ce moment-là, quelles aides? Donc oui, c'est qu'est-ce qui peut remplacer les dents? Bon, c'est Bah, c'est justement les toutes ces aidants aides, professionnels. Ouais. C'est voilà. les auxiliaires de vie, c'est s'adresser à un service d'aide à domicile. Bah, déjà, moi, je dirais la première porte, c'est s'adresser à une assistante sociale, ou si, s'adresser à un service d'aide à domicile qui pourra aider à monter aussi les dossiers d'aide, pour pouvoir prétendre à de l'aide, à la maison. Par contre, il faut bien identifier quelles sont les aides, au quotidien dont on a besoin. Est-ce que c'est de l'aide à la toilette? Est-ce que c'est de l'aide au repas? Est-ce que c'est de l'aide pour les transferts? Voilà. Et alors, on revient sur les répits, quand vous parliez des plateformes de répit, est-ce que ça, c'est pris en charge par, une structure ou c'est vraiment, en fait, l'aidant qui doit, payer? Non, c'est OK. gratuit. Sur les plateformes de répit, là où ils proposent des activités, rencontrer des psychologues, avoir des groupes de parole, c'est des choses qui sont prises en charge soit par le conseil départemental ou l'ARS et la personne s'y rend, sans avoir rien à payer. Heu et sinon, alors est-ce que donc vous avez parlé de l'âge, heu, de l'aidé, du patient. Ah, ça dépendait en fonction de son âge, pour les structures où il pouvait aller. Mais est-ce que toutes les aides dont vous avez parlé, qui peuvent être, l'aide pour, la toilette, pour les repas, est-ce que là, il y a un âge, Oui, il y a des qui critères d'âge. voilà, pour du Ouais. patient et de l'aidant ou que de Alors c'est quand on parle de droit d'accès, c'est vraiment de la personne atteinte de sclérose en plaques. C'est lui qui a les critères, d'accès aux aides. Pour la MDPH, il faut que la personne ait, le diagnostic avant ses 60 ans ou après 60 ans s'il est toujours en activité professionnelle. Si la sclérose en plaques, par exemple, est diagnostiquée à 65 ans et que la personne elle est retraitée, là, c'est une demande d'APA qui est l'allocation personnalisée d'autonomie, auquel on demande, auprès de la du conseil départemental et sinon c'est le la MDPH. d'accord. Donc toutes les aides qui peuvent en fait aider l'aidant, Oui, parce qu'elles, prennent en charge, une partie des difficultés, du patient sont quand même conditionnées par, la le vie du patient lui-même. patient Oui. et pas par, est-ce que le travail de l'aidant, le nombre d'enfants, dans la famille intervient ou pas du tout? Alors après, s'il y a des enfants en bas âge, il peut y avoir des aides de la CAF. Ça, c'est, la structure familiale. S'il y a des enfants, de moins de 6 ans, de moins de 3 ans et de moins de 6 ans, il peut y avoir des aides de la CAF sur des aides à la parentalité, où là, effectivement, il y a un des parents en situation de handicap et on peut mettre en place des aides liées à la charge des enfants. Et alors donc vous avez dit qu'il y avait, ça dépendait des départements, des non, des régions où toutes les aides n'étaient pas forcément les mêmes et vous avez parlé aussi des réseaux. Donc quand il y a pas de réseau dans la région, comment on fait pour, alors vous l'avez dit, il y a les soutiens par téléphone, mais ça remplace pas. Est-ce qu'il y a d'autres façons Alors souvent dans d'accéder les comme ça à ces CHU, dans le service de neurologie, si les personnes sont suivies en milieu hospitalier, par un neurologue en milieu hospitalier, dans les CHU, il y a, enfin ou les centres hospitaliers, il y a des assistantes sociales, donc demandez, à voir l'assistante sociale de l'hôpital et sinon la porte d'entrée, pour voir une assistante sociale, c'est le conseil départemental, le service social du conseil départemental. Après dans les entreprises, il y a quelques grosses entreprises qui ont, des assistantes sociales. Les personnes qui sont au régime agricole à la MSA, il y a des assistantes sociales spécialisées MSA.
Il y a des assistantes sociales spécialisées pour la SNCF, pour les agents de la SNCF, de la RATP. Voilà, selon les entreprises. Nous, par exemple, sur l'Auvergne, on a Michelin, on a la Banque de France. Voilà, il y a des assistantes sociales dans ces secteurs-là. Euh, mais si vous appelez le conseil départemental ou sur Internet, vous tapez conseil départemental et vous mettez votre département et vous avez souvent l'onglet service social. Alors justement, vous avez parlé des sociétés, des assistants sociaux. Est-ce que pour un aidant, il existe des aides spécifiques quand l'aidant travaille? Par exemple, pour aller, accompagner un rendez-vous, pour, avoir des aménagements d'horaires. Est-ce que ça existe parce qu'on sait qu'il existe des aides pour les personnes, donc souffrant de sclérose en plaques. Ils peuvent avoir Oui. des aménagements de travail, de postes de travail. Est-ce qu'il existe le même système des systèmes équivalents pour les aidants? Alors, il existe ce qu'on appelle le congé proche aidant. C'est quand la personne a vraiment une situation médicale préoccupante où on peut prendre ce congé pour rester au chevet de la personne malade. Mais c'est un nombre, enfin, c'est extrêmement limité dans le temps et on ne peut pas le demander plusieurs fois dans sa carrière. Après, malheureusement, il n'existe pas beaucoup d'aménagements. Après ça, c'est voir avec son employeur et son service RH les possibilités d'aménager ses horaires. Mais il n'y a pas de reconnaissance, comme la personne qui a une sclérose en plaques, elle a une reconnaissance de travailleur handicapé. Cette reconnaissance lui permet d'aménager ses horaires, d'aménager son temps de travail. Pour l'aidant, il n'y a pas de choses à proprement parler. Mon mari a telle pathologie, à quoi j'ai le droit? Non. D'accord, bon. Donc c'est vraiment dépendant de la société où on travaille, Oui. où l'aidant travaille, pardon. Ouais. Alors on me pose aussi, est-ce qu'il existe, l'équivalent de l'ETP pour les aidants? Parce que l'ETP, c'est l'éducation Ouais. thérapeutique du patient. Là, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais Éducation est-ce qu'il thérapeutique du patient. oui, mais du coup, Oui, quand alors est-ce qu'il existe l'équivalent pour les aidants? nous, par exemple, en Auvergne, on en fait. Je sais que je crois en Alsace et le réseau CEP Alsace en fait aussi. Ça, c'est à vous rapprocher de votre centre de référence ou votre neurologue pour savoir sur le territoire qu'est-ce qu'il existe. Mais de plus en plus, il y a effectivement d'éducation thérapeutique pour les proches aidants. Nous, par exemple, sur l'Auvergne, on le propose 2 fois par an. On a une thématique sur connaissance de la maladie, une thématique sur mieux comprendre les symptômes visibles et invisibles, et une troisième thématique sur prendre soin de soi et mieux communiquer. Il y Parce a que aussi comme des je le questions. disais tout à l'heure, l'idée, c'est quand même de comprendre la pathologie, parce que la sclérose en plaques, bon, comme toute maladie, mais elle a des spécificités avec des symptômes visibles et puis des symptômes invisibles. Mieux comprendre ça, c'est pouvoir aussi mieux interagir avec le proche malade, mieux comprendre ce qui se passe et pouvoir mieux vivre au quotidien. Oui, parce que vous disiez tout à l'heure, c'était, s'informer sur la pathologie, ça aide Oui. à mieux la comprendre et aussi à, aider à l'affronter au quotidien et avoir moins de signes psychologiques. Ouais. Bah, les patients expriment souvent, la fatigue, mais ma famille et mes proches ne comprennent pas cet état de fatigue, qu'on peut avoir dans la sclérose en plaques et effectivement, c'est un symptôme à part entière dans la maladie et nous, on prend beaucoup de temps avec les aidants pour leur expliquer: «C'est pas une fatigue habituelle, c'est pas j'ai mal dormi, c'est pas, j'ai passé une mauvaise journée, je suis fatigué». C'est un vrai symptôme à prendre en compte, à écouter et comment on peut les aider à comprendre ça. Est-ce qu'il y a d'autres particularités comme ça pour les aidants à comprendre, heu? Bah, il y a les troubles de l'humeur, il y a les troubles cognitifs. Je pense que quand il y a des troubles cognitifs qui s'installent, c'est aussi parfois comprendre, alors dans la plupart, des CRC, des centres de référence ou des réseaux, il y a des neuropsychologues, qui font des bilans neuropsychologiques, et qui parfois, à la demande des proches, avec l'accord du patient, vont pouvoir reprendre en disant: «Bah, voilà, il y a quelques troubles cognitifs qui sont en place auprès enfin, que le patient a, les expliquer et puis, mieux interagir. C'est pas de l'agressivité, c'est des troubles cognitifs. C'est pas il comprend pas, il retient pas, c'est que, ben, voilà, il a des difficultés,
Et ça permet aussi de désamorcer les choses, ça permet des fois de désamorcer les conflits. Heu et puis parfois, quand on est proche ou qu'on est aidant, on ne veut pas non plus vouloir, que la maladie elle avance, donc quand c'est réexpliqué par des professionnels, c'est important. Oui, il y a des personnes qui posent des questions, mais c'est eux qui sont atteints de ça, alors que là, on est vraiment pour, Pour les aidants. les soutiens possibles pour les aidants. Heu, donc c'est des on refera il y aura une autre, un autre pardon, un autre live par rapport à ce sujet. Oui, il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec, la pathologie, enfin les personnes atteintes de sclérose en plaques. Attendez, faut que du coup, je regarde un petit peu. Oui, il y a des personnes qui disent qu'ils accompagnent leurs proches. Alors là, c'est maman jusqu'à la fin et puis, souvent, ben, en fait, on s'oublie dans ces Oui, symptômes et c'est ensuite on a aussi une pathologie. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu aussi, que malheureusement les aidants ont un peu tendance à oublier de prendre soin d'eux. oui. Donc, c'est un C'est ce message qu'on se disait important. c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, dans les phrases un peu clés, hein, c'est de dire, «On peut pas être aidant seul. Le lien social, c'est une bouffée d'air qui est indispensable». Souvent quand on est aidant, on pense qu'on va pouvoir tout affronter tout seul, et c'est d'un acte de bienveillance et d'amour, hyper important. C'est de dire, j'aime mon proche, plus que tout et je veux l'aider, je vais être là pour tout, pour tous les actes de la vie quotidienne et d'un soutien indéfectible. Sauf que des fois, enfin pas des fois, et puis c'est normal, c'est parfois trop lourd à porter et on peut pas être, aidant seul. Il faut être, savoir se faire aider, savoir se faire épauler et puis aussi avoir notion que, ben, d'en parler, ça fait du bien. Et Oui, puis c'est comme vraiment vous le oui, pardon. non, non, et puis comme vous disiez à l'instant, c'est après le corps qui lâche, quoi. C'est de faire attention à tous ces signes-là, hem pour pouvoir aider, il faut pouvoir être bien soi-même et donc être bien soi-même, c'est prendre soin de soi, avant de vouloir prendre soin des autres. Si on veut être bien auprès de la personne malade, il faut aussi se dire: «Bon voilà, j'ai mal au dos, je vais prendre en charge mon mal de dos. Je commence à mal dormir, je vais en parler à mon médecin traitant». Tout à l'heure, vous avez évoqué donc l'exemple d'une personne, qui devait se faire opérer et qui cherchait du coup un soutien pour son mari. Ouais. Donc quand il y a pas de structure de répit disponible, comment on fait? Alors c'est essayer d'augmenter le plan d'aide à domicile sur un temps, restreint. Parfois, quand il y a un aidant, on ne met pas au taquet les heures d'aide à domicile. Parfois, les gens, par le biais de la prestation de compensation du handicap, ils ont le droit à un plan d'aide de, je sais pas moi, 50-80 heures par mois. Et puis, comme il y a des aidants à la maison, on n'utilise pas toutes les heures. Bah là, c'est anticiper les choses, se dire: «Bon, je me fais opérer dans 2 mois, je vais appeler le service d'aide à domicile et je vais leur demander si, quand je vais être opérée, est-ce qu'ils peuvent faire 3-4-5 passages par jour pour sécuriser?» Identifier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quelles sont les aides dont mon proche a besoin? Déjà, c'est lui de lui faire exprimer, quelles sont ses craintes parce que des fois, la crainte de l'aidant, c'est pas forcément la crainte de la personne qui est elle-même malade. Donc voilà, d'en discuter ensemble et puis de dire: «Ben, voilà, moi j'ai besoin d'aide», la personne qui est sclérose en plaques, dire: «J'ai besoin d'aide le matin pour le lever, le coucher, pour le lever, m'habiller, pardon. J'ai besoin d'aide à midi. Bon, c'est vrai d'habitude, bah, c'est le conjoint qui prépare le repas, mais là je me sens pas de le faire tout seul. J'aimerais bien, 2 fois dans la semaine avoir de l'aide pour sortir et puis j'ai besoin d'aide le soir. Et ben là, c'est anticiper avec le service d'aide à domicile, de pouvoir avoir augmenté les heures sur ce laps de temps. Voilà, c'est, mettre en place une téléalarme si la personne elle chute. C'est, peut-être demander à une infirmière de passer, pour le pilulier. Heu, voilà, c'est organiser au maximum si ça peut pas être en structure d'accueil, de comment, le maintien à domicile peut être sécurisé et puis parfois, c'est aussi peut-être oser en parler à ses proches, à ses amis, en disant: «Ben voilà, je vais me faire opérer, ben, est-ce que tu pourrais, venir, j'ai Michel, à la maison, il va être tout seul pendant 1 semaine ou 15 jours et ben, est-ce que toi tu peux passer le mardi?» Puis demander à un autre: «Ben tiens, si toi tu viens, vous pourrez, aller au cinéma ensemble» et puis voilà, mettre en place, une sorte de vie sociale autour de lui,
Très souvent, vous verrez, les proches autour de vous, vous diront pas non s'ils ont la possibilité de le faire. Mais parfois, c'est par culpabilité et par honte, on n'ose pas demander, on n'ose pas solliciter son entourage et parfois c'est bien reçu par les gens, autour. Donc ça, c'est mettre en place, anticiper, c'est bien. En cas d'urgence, s'il y a un accident, voilà, on se casse la jambe aussi brutalement, hem, c'est plus con c'est là où il faut demander l'avis, il faut demander l'aide à son entourage proche, en fait. Ouais et après si la personne, elle est en danger, hem, imminent à domicile parce qu'elle ne peut pas, secourir à ses propres besoins, c'est solliciter le médecin traitant pour demander de l'aide. Est-ce que la personne, elle doit être hospitalisée parce qu'elle est en danger à domicile? Et à ce moment-là, on demande une hospitalisation en urgence, parce que la personne, ben, voilà, elle peut pas rester seule parce qu'elle est désorientée ou qu'elle a plus du tout les capacités de pouvoir rester seule, c'est solliciter le médecin traitant pour, trouver une solution médicale. Alors on a beaucoup là parlé des personnes, des aidants qui étaient autour, qui aidaient une personne avec déjà, des gènes, puis des handicaps. Quand la maladie commence, qu'il y a pas trop de troubles, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, rapidement en fait, les nouveaux ce qui concerne les nouveaux diagnostiqués, donc on sait que les nouveaux diagnostiqués, il faut qu'ils et on leur dit toujours de faire des démarches avec les RQTH, la MDPH. Mais est-ce que du coup les aidants des nouveaux diagnostiqués qui se considèrent pas encore comme qui se considèrent pas comme aidants, hein, mais est-ce que quand même ils ont des mesures à prendre à anticiper pour ne pas arriver à un moment donné justement à cette surcharge à craquer? Alors à anticiper, il y a pas de démarche comme la RQTH, on dit: «Il faut le faire le plus tôt possible parce que comme ça vous ouvrez vos droits». Mais, un jeune couple où on vient de faire une annonce, de sclérose en plaques avec des enfants en bas âge, c'est quand même un énorme tsunami déjà d'avoir des enfants en bas âge et puis d'avoir, l'annonce d'un diagnostic comme ça et c'est là aussi de pas minimiser les choses, de pas dire: «Bah, c'est bon, on est jeune, on a 25 ans, on va y arriver, 30 ans». Non, c'est quand même se dire: «Bah, là, j'ai besoin de me faire aider, c'est dur». Déjà, il faut digérer l'annonce du diagnostic. On a 2 enfants, qui sont petits, on a notre vie de couple aussi, parce que c'est aussi ça, hein, la vie de couple, elle est aussi fragilisée, lors de l'annonce d'une maladie, comme la sclérose en plaques. Heu Ne pas hésiter de se faire aider en allant voir un ou une psychologue pour le couple, l'annonce du diagnostic, aussi bien pour la personne malade, mais aussi pour la personne quand on est conjoint et ben, c'est aussi un tsunami pour soi, se dire: «Ben, ma vie de couple et ma vie de famille, elle sera pas la même». Et pas de culpabilité en pensant ça, parce que souvent, bon, on a des conjoints, femmes ou hommes qui disent: «Mais j'ai pas le droit de me dire ça, c'est pas moi qui suis malade». Bah, ça chamboule tout le monde et même quand on est jeune, on peut se faire aider un petit peu au quotidien sur des phases où parfois c'est difficile et notamment quand on a des enfants en bas âge, le manque de sommeil, l'irritabilité, enfin voilà, quand on a des dettes de sommeil parce que nos enfants, nous réveillent, plusieurs fois par nuit, bah, quand on a une sclérose en plaques, ça peut être fatigant. Quand on est l'aidant de la personne qui a une sclérose en plaques, c'est aussi fatigant, donc pas hésiter à solliciter de l'aide. En fait, il y a souvent, ce que vous utilisez souvent, c'est qu'il y a le mot, il y a pas de honte, il y a pas de honte à Oui, demander, oui. de l'aide. Faut vraiment pas que l'aidant, heu, qui enfin ou le proche qui se vraiment qui du patient, faut pas qu'il ait peur, faut pas qu'il ait de honte, de frein à demander de l'aide parce que ça va aussi aider tout le monde en fait. Ça va l'aider, mais ça va aussi aider le patient. Oui, il y a une grande culpabilité, de la famille et de l'entourage, notamment du conjoint, de la notion de dire: «C'est je dois pas me plaindre parce que c'est pas moi qui suis malade». Mais l'annonce de la maladie de son conjoint, c'est aussi un choc pour la personne, pour la personne aidante et pour, même un enfant, là, nous, on a une fille qui vient d'apprendre que son papa a une sclérose en plaques, bah, ça a été un choc émotionnel pour elle énorme. Et voilà, on entend souvent: «Mais j'ai pas à me plaindre parce que c'est pas moi». Bah si, par ricochet, c'est aussi vous. C'est vous aussi à faire le deuil de la personne, de votre papa, de votre conjoint, de votre enfant. Et vous aussi, vous avez le droit de dire que c'est dur. Vous aussi, vous avez le droit de dire que c'est injuste. Vous aussi, vous avez le droit de dire que vous en avez marre, que les démarches, c'est, un calvaire administratif pour faire tous ces dossiers. Enfin, voilà, faut aussi avoir ce ras-le-bol de tout ce que, hem, les démarches et la prise de rendez-vous
et la mise en route des traitements, c'est long, enfin voilà, c'est tout à fait normal. Ouais, oui, c'est le message, qu'il faut vraiment, faire passer, c'est qu'on on a le droit de demander de l'aide, il faut pas avoir de honte. Donc Oui, heu, donc on va repréciser un peu parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent, les di donc concrètement les différentes aides qui sont directement allouées à l'aidant ou celles qui peuvent apporter un soutien à l'aidant, mais que c'est le patient qui les demande. Et ça, c'est aussi un peu, oui. compliqué. Les différentes aides qu'on peut solliciter, donc c'est pour les personnes qui ont été diagnostiquées avant 60 ans, c'est auprès de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, et on demande la prestation de compensation du handicap. Soit on demande à ce que ça soit de l'aide extérieure, c'est-à-dire un service d'aide à domicile, un service de soins infirmiers à domicile avec des auxiliaires de vie, des aides-soignantes. Soit on demande à ce que ce soit l'aidant qui fasse cette aide auprès de la personne, et il peut y avoir un dédommagement financier qui est donné à l'aidant. Soit la personne, elle est diagnostiquée après 60 ans, elle est à la retraite. La demande, elle est à faire auprès du conseil départemental pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Et là, pareil, c'est pour financer les aides à domicile ou dédommager les dents. Donc là, vous avez abordé une notion importante, c'est-à-dire que l'aidant peut, recevoir, une indemnité parce il apporte Oui. un soutien. Donc c'est quelles conditions? C'est un soutien, sur enfin, est-ce qu'il y a des conditions, je suppose, pour, obtenir? Quelles sont-elles? Il y a des critères d'accès à la prestation de compensation du handicap sur le handicap. Est-ce que la personne, elle est capable de faire seule certains actes de la vie quotidienne, ou est-ce qu'elle a besoin d'aide, d'une aide partielle ou d'une aide totale? Quand la personne, elle va obtenir un nombre d'aides par mois, un nombre d'heures, par exemple 30 heures par mois, il peut être décidé avec la MDPH de dire, ben, le matin, l'aide que la personne elle a besoin, elle va être faite par l'aidant. Et puis à midi, ben, l'aidant il n'est pas là, il est au travail, donc on va mettre en place une structure d'aide à domicile. Et puis le soir, par exemple pour l'aide au coucher, l'aidant il va dire, ben non, moi je suis là, je peux faire ces heures-là. Si l'aidant, il diminue son temps de travail ou il modifie son temps de travail pour pouvoir effectuer ses aides au quotidien, il peut être dédommagé. Alors, ce n'est pas une rémunération, hein. On est sur un dédommagement de quelques euros qui sont donnés par heure de l'aide qui est apportée au quotidien. C'est-à-dire qu'une personne qui se met à travailler à temps partiel pour aider, bah, son proche, touché par la maladie, Oui. peut bénéficier de ces aides, ces indemnités. Est-ce que là, il y Oui. a une condition aussi d'âge, de revenu minimum? Parce que souvent les aides dépendent de ça. Oui, alors il y a des conditions, de revenus. Là, je rentrerai pas dans le détail de plafond ou de choses comme ça. L'idée, c'est vraiment s'adresser à la MDPH parce que chaque situation est personnelle et individuelle, et je veux pas donner une information en disant: «Je l'ai entendu dans un live et normalement j'ai le droit». C'est vraiment voir avec la MDPH en fonction de votre situation, de ce que vous avez déclaré auprès de la MDPH. Est-ce que vous avez le droit ou pas à cette indemnisation? Sachez que ça existe. Mais après, il faut vraiment voir chaque personne selon la situation, qu'est-ce qui est possible. Et est-ce que ça, c'est l'aidant, mais est-ce que il faut que ça soit forcément le conjoint ou ça peut être aussi, un enfant, un ami, un oncle, une tante qui bénéficie de enfin, c'est valable pour tous les aidants, quel que soit le degré, le lien familial ou amical, ou c'est un aidant, très spécifique, ce c'est-à-dire par Alors exemple, là, voilà, c'est vous m'en si, collez. j'aide je suis aidante de mon oncle, est-ce que je peux bénéficier de ce soutien, ces indemnités? Là, j'ai essayé de regarder pour pouvoir vous dire. Je sais plus là, j'ai peur, j'ai bien peur de vous dire une bêtise. Alors aidant familial, donc voilà, c'est, par exemple, c'est à environ 4,70 € de l'heure ou 7,16 € de l'heure si l'aidant réduit ou abandonne son activité professionnelle. Heu Hop, et j'essaye de voir la MDPH, qu'est-ce qu'ils définissent?
Là, je vois dans les textes, là, je suis sur le site, du gouvernement, je vois pas le détail, de ce qu'ils ont défini comme aidant, il faut prouver que, alors membre de la famille qui n'est pas salarié pour cette aide. Voilà comment c'est décrit dans les aides. L'aide humaine s'aide à couvrir l'intervention d'une tierce personne assurée par un aidant familial, membre de la famille qui n'est pas salarié pour cette aide, un salarié ou un service de prestation d'aide à domicile. Donc un ami ne pourrait pas Un bénéficier de ami ne ces pourrait pas toucher, mais par exemple, si c'est l'oncle ou la tante, qui justifie, d'avoir, qui effectue l'aide au quotidien ou qui, a diminué son temps de travail ou abandonné son activité professionnelle pour être au quotidien, peut prétendre au dédommagement, de l'aidant familial, oui. Donc là, c'est une notion importante, c'est qu'il fallait il fallait travailler et réduire ou arrêter son Alors, activité. si la Quelqu'un qui ne personne n'a pas travaillait pas, réduit, le dédommagement, il est de 4,78 € et si la personne a réduit son activité ou abandonné son activité professionnelle, c'est 7,16 € de l'heure. Ça, je ouais, vous dis, c'est les tarifs en vigueur, là, mais ça peut changer, hein, comme on est en plein de changements de gouvernement et tout ça, ça peut changer. Je vous assure déjà, c'est pas pas, forcément. C'est à prendre avec précaution quand même, voilà, voilà. ces tarifs. Parce qu'après, comme vous l'avez dit, il y a aussi différentes aides, qui qui interviennent. Et donc, en fait, toutes les aides auxquelles peuvent prétendre les aidants sont quand même fonction de la pathologie, du degré de Du handicap et de degré de gêne, handicap, oui. oui, de la Les critères situation. d'accès, à la prestation du handicap, c'est que la personne, elle n'est pas en capacité d'effectuer les actes de la vie quotidienne. Donc c'est savoir si pour les actes de la vie quotidienne, donc c'est se lever, se coucher, s'habiller, se nourrir, participer à la vie sociale. Est-ce que la personne, elle a besoin d'aide de façon partielle ou totale? Et en fonction de ça, la Heu, Écoutez, je suis désolée, il y a eu un petit souci du côté du réseau. Donc, malheureusement, on va arrêter, les questions, et le live, maintenant. Je vous remercie, tous et j'aurai l'occasion de remercier, madame Cabécas pour les questions, les réponses auxquelles elle a pardon, les réponses qu'elle a apportées aux différentes questions. Donc je vous rappelle que ce live sera disponible sur la chaîne YouTube de France Sclérose en plaques et je vous donne le prochain rendez-vous, ça sera dans une dizaine de jours puisqu'il est lieu le mercredi 15 octobre à 18 h et nous parlerons avec le docteur Anne Kerbrat, neurologue au CHU de Rennes, de la question: «Peut-on arrêter les traitements?» Alors, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, souvent dès le diagnostic et Anne Kerbrat, donc le docteur Anne Kerbrat, vous répondra à toutes ces questions. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis au revoir.